Vous pensez vraiment que ce trou de 10 mètres au milieu de nulle part est rempli de brèmes qui attendent sagement votre asticot? Laissez-moi rire. Aujourd'hui, on va briser un mythe. Le mythe de la fameuse fosse miracle en hiver, celle que tout le monde cherche et que peu de gens trouvent vraiment. Je vais vous montrer la différence capitale entre une simple cuvette stérile, un véritable désert pour le poisson, et une authentique zone de tenue hivernale. Et croyez-moi, comprendre ça, ça va changer radicalement vos futures sessions de pêche. La raison pour laquelle vous rentrez bredouille alors que le voisin sort du poisson, elle est souvent juste là, sous vos yeux, cachée dans les détails. Alors, dites-moi en commentaire pour commencer. Vous êtes plutôt de la team le plus profond, c'est forcément le mieux. Ou vous avez déjà quelques doutes? Depuis des générations, on nous répète la même chose. En hiver, le poisson blanc, et surtout la brème, descend se réfugier dans les fosses. Le raisonnement semble logique, n'est-ce pas? L'eau y est un peu plus chaude, ou du moins plus stable, aux alentours de 4 degrés, là où sa densité est maximale. C'est un refuge stable. Alors, on sort tous l'échosondeur ou la canne à sonder, on cherche frénétiquement le point le plus profond sur la carte, on s'ancre juste dessus et on attend. On balance des kilos d'amorces, persuadé qu'on est sur le point de faire le casse du siècle. C'est devenu un réflexe, une vérité qu'on ne questionne même plus. Mais cette simplification grossière est la source de tellement de capots. On confond la cause et la conséquence. Le poisson ne cherche pas la profondeur pour la profondeur. Il cherche un ensemble de conditions de vie, et la profondeur n'est qu'un seul de ses paramètres. Et bien souvent, ce n'est même pas le plus important. Premier point, et c'est sans doute le plus important, arrêtez de vous focaliser uniquement et bêtement sur la profondeur maximale. Imaginez-vous un instant au milieu d'un immense parking vide en plein mois de janvier. Le seul abri visible est un grand hangar. C'est votre point le plus profond, votre fosse. Mais si ce hangar est complètement vide, sans chauffage, sans nourriture, sans rien, y resteriez-vous pendant des semaines? Bien sûr que non. La Brème, c'est exactement pareil. Une fosse de 12 mètres au milieu d'un fond plat, monotone et sans vie, c'est souvent un désert aquatique. Le poisson y passe peut-être en transit, mais il n'y reste jamais. Il n'a absolument aucune raison de le faire. C'est un piège pour le pêcheur, pas un refuge pour le poisson. La prochaine fois que votre sondeur hurlera « profondeur maximale », posez-vous plutôt la bonne question. Oui, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre ici? C'est cette simple question qui change absolument tout. Ce qui nous amène directement au deuxième point essentiel, la structure. Une vraie fosse d'hivernage, une bonne, n'est jamais une simple cuvette lisse et ennuyeuse. C'est un accident topographique, un lieu avec du caractère. Pensez à un ancien lit de rivière submergé, une grosse souche d'arbre, un éboulis rocheux qui dévale la pente, une cassure nette et franche. Le poisson, comme nous, a besoin de se sentir en sécurité, d'avoir des points de repère, des murs auxquels s'adosser. Une cuvette parfaitement conique, c'est angoissant pour lui. C'est être exposé au milieu de rien. Il cherche des obstacles pour se caler, pour se protéger des prédateurs et des courants, même les plus faibles. C'est comme choisir entre une chambre totalement vide et une chambre avec un lit, une armoire, des murs. Le choix est vite fait, non? La structure, c'est le mobilier de la maison d'hiver des Brèmes. Et sans mobilier, il n'y a pas de locataire. Parlons un peu plus de ces fameuses cassures. Une fosse avec des pentes douces qui descendent progressivement, c'est déjà pas mal. Mais une fosse qui présente au moins une paroi abrupte, une vraie marche d'escalier, c'est le niveau supérieur. Pourquoi donc? Parce que ça offre aux poissons une modularité et un confort incroyables. En fonction de la luminosité du jour, de la température de l'eau, de la pression atmosphérique,
Il peut monter ou descendre de quelques dizaines de centimètres pour trouver sa zone de confort parfaite, et ce, sans dépenser la moindre énergie. Il est à l'étage et peut passer sur le balcon. Imaginez un escalier au lieu d'une simple rampe. L'escalier offre des paliers, des zones de repos claires. C'est la même chose pour les brèmes. Une pente douce, c'est un toboggan fatigant. Une cassure nette, c'est un balcon avec vue sur le garde-manger. Et elles adorent les balcons. Maintenant, un élément capital, la nature du fond. Vous arrivez sur une fosse, vous sondez avec votre plomb, et il fait ploc, puis s'enfonce doucement dans ce qui semble être un mètre de vase. C'est un très très mauvais signe. En hiver, la décomposition de la matière organique au fond des trous les plus profonds consomme énormément d'oxygène. Une vase épaisse, noire et qui sent mauvais, c'est souvent le signe d'un milieu anoxique, c'est-à-dire sans oxygène. Le poisson l'évite comme la peste. Ce que vous devez chercher, c'est un fond dur. Du gravier, du sable, de l'argile bien compacte. Quand votre plomb touche le fond, vous devez sentir une petite vibration sèche et nette dans la canne. Un toc franc. C'est le signal que le fond est propre, qu'il est oxygéné et qu'il est susceptible d'abriter de la nourriture naturelle, comme des vers de vase ou des petits coquillages. Une maison sans réfrigérateur, on n'y reste pas bien longtemps. C'est exactement pareil pour une fosse d'hivernage. Elle doit être connectée à un garde-manger. Les meilleures fosses sont très souvent situées à proximité immédiate de grands herbiers qui, même en pleine décomposition, abritent encore une microfaune. Ou alors, près de zones de haut fond riches où les larves et les vers de vase prolifèrent. La brème est une feignante opportuniste. Elle ne va pas rester des mois entiers dans un trou stérile en espérant que vous veniez la nourrir avec votre amorce. Elle s'installe là où elle peut faire un aller-retour rapide et très économique en énergie pour aller grignoter. Cherchez donc les fosses qui sont des carrefours stratégiques, des points de repos juste à côté du restaurant et non pas des culs-de-sac isolés au milieu de nulle part. On a effleuré le sujet avec la vase, mais l'oxygène est un facteur absolument crucial. Les fosses les plus profondes ne sont pas systématiquement les mieux oxygénées, bien au contraire, surtout dans les étangs fermés, anciens et riches en sédiments. Le manque de brassage de l'eau peut créer ce qu'on appelle des zones mortes. Comment le savoir sans avoir un équipement de laboratoire? C'est simple. Observez les alentours. Y a-t-il une arrivée d'eau, même toute petite, à proximité? Un ruisseau, une source, une buse de drainage? Cet apport d'eau neuve, même minime, est une véritable pompe à oxygène pour le secteur. Les fosses situées dans l'axe d'un ancien lit de rivière, même si elle est asséchée en surface, bénéficient souvent de micro-courants souterrains qui aèrent le fond. Une eau complètement stagnante est une eau qui meurt lentement. Le poisson le sent bien avant nous. Même le courant le plus infime, presque imperceptible, a une importance capitale en hiver. La règle d'or pour le poisson, c'est de dépenser le moins d'énergie possible. Une bonne fosse d'hivernage doit donc offrir des zones de contre-courant, des amortisseurs, des zones de calme. On les trouve souvent juste derrière une cassure franche, au pied d'une pile de pont ou dans le creux formé par une grosse roche ou une souche. Le poisson vient se caler dans cette zone de tranquillité et laisse le courant principal juste à côté, lui apporter la nourriture sur un plateau. Une fosse située en plein milieu du courant principal, même si elle est très profonde, ne sera qu'une autoroute. Le poisson y passe, mais il ne s'y gare jamais. Ce que vous devez chercher, ce sont les aires de repos, pas les voies rapides. Une fosse totalement isolée, c'est comme une île déserte. Les meilleures zones de tenue hivernale sont toujours connectées au reste du plan d'eau, par ce que j'appelle des couloirs de circulation. Ça peut être une bande de fondure qui serpente au milieu de la vase, un ancien chemin immergé ou une succession de petites dépressions qui forment un passage. Ce sont les routes que les poissons empruntent
pour se déplacer entre leur zone de repos et leur zone d'alimentation. Si votre fosse est un simple trou au milieu d'un immense plateau de vase, les poissons auront du mal à y accéder et surtout à en sortir. C'est comme construire un magnifique château fort sans aucun pont-levis. Personne ne peut y entrer ou en sortir facilement. L'éco-sondeur, utilisé intelligemment, peut vous aider à repérer ces véritables autoroutes à poissons. Voici un paradoxe qui va en faire tiquer plus d'un parmi vous. Souvent, la meilleure fosse est celle qui se trouve juste à côté, d'une zone bien moins profonde. Un plateau situé entre 6 et 8 mètres de fond, juste à côté d'une fosse de 12 mètres, par exemple. Pourquoi? Parce que lors d'une journée d'hiver bien ensoleillée, même si ça ne dure que 2 ou 3 heures, les poissons, et notamment les plus grosses brèmes, peuvent monter sur ce plateau pour profiter des quelques rayons du soleil qui réchauffent l'eau de quelques dixièmes de degré. C'est leur terrasse, ensoleillée. Ils y montent pour prendre le café, puis redescendent se mettre au lit dans la fosse. Pêcher sur la bordure de la fosse, du côté du plateau, peut être infiniment plus productif que de pêcher en plein centre du trou le plus profond. Un conseil simple, parlez aux anciens. Demandez aux pêcheurs locaux, ceux qui ont des dizaines d'années de pratique sur ce plan d'eau, où se prenaient les gros paniers de brème il y a 20 ou 30 ans. Les plans d'eau évoluent, bien sûr, les niveaux d'eau changent, mais les structures géologiques du fond, elles, sont immuables. Un ancien lit de rivière ne se déplace pas. Une source souterraine ne change pas de place du jour au lendemain. Ces spots historiques sont souvent délaissés par les pêcheurs plus modernes au profit de ce que leur montre leur GPS ou leur sondeur dernier cri. Mais la mémoire collective des pêcheurs locaux est une carte au trésor bien plus précieuse qu'on ne le croit. Si un endroit donnait du poisson en hiver depuis 50 ans, il y a de très fortes chances qu'il en donne encore aujourd'hui. Où sont les autres espèces? C'est un excellent indicateur. Si vous trouvez une fosse qui abrite également de beaux sandres ou de grosses perches, c'est un signe qui ne trompe pas. Les carnassiers ne s'installent pas pour passer l'hiver dans un désert. S'ils sont là, c'est que le garde-manger, c'est-à-dire le poisson blanc, est là aussi. Il monte la garde. À l'inverse, une fosse remplie uniquement de micro-poissons-chats ou de petites perches soleil est souvent le signe d'un milieu pauvre, envasé ou déséquilibré. La présence de plusieurs espèces différentes et surtout de prédateurs de belle taille valide la qualité biologique du spot. C'est la preuve que vous êtes sur un écosystème qui fonctionne, même s'il tourne au ralenti pendant l'hiver. L'erreur la plus classique du débutant est de retourner sur son super spot d'été en plein hiver. On se dit tous, ça cartonnait en juillet ici, ça doit forcément donner en janvier. C'est une erreur. C'est même souvent tout le contraire. Les zones riches en herbiers et peu profondes, qui sont de véritables paradis en été, deviennent des zones glaciales et désertées en hiver. Le poisson a complètement changé de comportement et de régime alimentaire. Il est passé d'un mode vacances actives et festives à un mode hibernation et économie d'énergie. Il faut donc réapprendre à lire le plan d'eau avec des yeux d'hiver. Oubliez toutes vos certitudes estivales. La carte du restaurant a changé, le menu n'est plus du tout le même, et le chef non plus. L'éco-sondeur est un outil fantastique, mais il peut aussi être votre pire ennemi s'il est mal interprété. Il vous montre des échos, et votre cerveau a désespérément envie d'y croire. Regarde, c'est plein de poissons. Mais bien souvent, en hiver, ce sont de petits poissons fourrages, des gardons suspendus entre deux eaux, ou même de simples interférences. Un vrai banc de brèmes d'hiver, c'est très différent. Elles sont la plupart du temps collées au fond, quasi immobiles. L'écho qu'elles renvoient est dense, plat, presque comme un tapis posé sur le fond. Il ne faut pas chercher de belles bananes bien décollées comme on en voit en été. Apprenez à interpréter les signaux les plus faibles. Un excellent spot d'hiver peut paraître presque vide sur un sondeur mal réglé ou mal lu.
fiez-vous davantage à la topographie et à la nature du fond qu'aux échos de poissons eux-mêmes. Même en plein hiver, le vent a son rôle à jouer. Un vent constant, même s'il est glacial, brasse les couches d'eau et amène de l'oxygène. Une fosse située sur la rive qui est battue par le vent peut être bien plus productive qu'une fosse abritée dans une anse calme et complètement stagnante. Le vent va aussi concentrer les quelques nutriments et larves en suspension contre cette rive. Les poissons le savent parfaitement. Ils vont se poster dans la fosse, à l'abri de la houle et des vagues, mais à proximité immédiate de cette zone d'apport de nourriture. Il ne faut pas fuir systématiquement le vent, même s'il est désagréable pour nous. Parfois, c'est notre meilleur allié pour trouver le poisson actif. Un autre facteur à prendre en compte, la pression de pêche. Regardez attentivement où les autres pêcheurs s'installent. S'il y a 10 pêcheurs alignés sur la même cassure depuis 3 semaines, il y a 2 possibilités. Soit c'est vraiment le spot magique du moment, soit c'est un poste surpêché, où les poissons sont devenus extrêmement méfiants, éduqués et presque imprenables. Parfois, la meilleure fosse est celle que tout le monde ignore, celle qui est un peu plus difficile d'accès, un peu moins évidente sur la carte bathymétrique. Chercher la tranquillité en hiver, c'est souvent chercher l'efficacité. Les grosses brèmes aussi aiment la paix. Un amorçage massif et bruyant tous les jours au même endroit peut finir par les faire déménager, même si le spot est excellent à la base. Avant de vous installer pour la journée entière et de vider 3 seaux d'amorce dans l'eau, faites un test. C'est une approche bien plus intelligente. Prenez une seule canne, un montage très léger et sondez activement toute la zone. Faites quelques coulées dans le plus profond de la fosse, mais aussi et surtout sur les pentes et sur le plateau juste à côté. Restez seulement 15 minutes par micro-spot. C'est une pêche de prospection, de recherche. Vous ne cherchez pas à faire un carton, mais à obtenir une seule touche, un simple signal, un toc, timide. Une seule petite tape peut vous indiquer la profondeur et la zone active du jour. C'est bien plus malin que de s'ancrer sur une conviction et de ne plus en bouger. Soyez mobile, soyez curieux, soyez un chasseur. Même avec une eau glaciale et qui semble morte, il y a des signes en surface pour qui s'est observé. De toutes petites fouilles, de microbules qui remontent très lentement et éclatent discrètement à la surface, de manière isolée. Ce n'est pas le grand chaudron bouillonnant de l'été, mais c'est là, ça existe. Un oiseau plongeur, comme un grèbe ou un cormoran qui travaille toujours exactement au même endroit, peut aussi être un excellent indicateur. Il sait où se trouve le poisson fourrage, et le poisson fourrage n'est jamais bien loin des grosses brèmes. Il faut passer plus de temps à observer l'eau, à la lire, qu'à regarder fixement son sion. Le meilleur détecteur de touches, c'est d'abord et avant tout votre œil. La stratégie d'amorçage doit être radicalement différente. Oubliez l'amorçage lourd et riche de l'été. En hiver, le métabolisme du poisson est au ralenti complet. Il mange très peu. Un amorçage massif va le gaver en quelques minutes, ou pire, polluer le fond et faire fuir le peu de poissons présents. La clé, c'est un amorçage de rappel, extrêmement léger et très peu nourrissant. Pensez nuage attractif plutôt que briqueness de nourriture. Utilisez des farines sombres, de couleur noire ou marron foncé, qui ne créent pas de contraste visuel sur le fond. Et surtout, soyez d'une précision chirurgicale. Un amorçage qui s'étale sur 10 mètres carrés ne sert à rien. Il faut concentrer le peu de nourriture sur une zone de la taille d'une serviette de table. C'est là que votre coup doit être parfait. On dit souvent que la pêche est l'école de la patience. En hiver, c'est parfois un piège mortel. Si après 2 heures de pêche sur un spot que vous avez pourtant bien identifié, avec un amorçage précis et léger, vous n'avez pas eu la moindre indication, pas une seule tape, pas un tremblement de sion, il faut se poser les bonnes questions. Les brèmes ne sont peut-être tout simplement pas sur ce poste aujourd'hui. Elles se sont peut-être déplacées de quelques dizaines de mètres. Insister pendant 8 heures au même endroit, c'est souvent la chronique d'un capot annoncé. Avoir un plan B,
une autre fosse potentielle à tester est absolument essentielle. Ne tombez pas amoureux de votre premier choix, il vous trahira souvent. Alors, au final, c'est quoi le portrait robot de la fosse parfaite? Eh bien, ce n'est pas forcément la plus profonde. C'est une zone avec une structure marquée, comme une cassure nette ou une grosse souche. Elle possède un fond dur et propre. Elle est connectée à une zone de nourriture et à un plateau moins profond qui sert de terrasse. Elle offre un abri efficace contre le courant principal. Elle est bien oxygénée, peut-être par une arrivée d'eau discrète que personne ne remarque. Et surtout, ce n'est pas forcément celle que tout le monde pêche par habitude. C'est un ensemble de micro-détails qui, mis bout à bout, font toute la différence. La pêche d'hiver, ce n'est pas de la chance, c'est un jeu d'échecs. Il ne suffit pas de voir la plus grosse pièce sur l'échiquier. Il faut comprendre toute la stratégie du jeu. Pour résumer tout ça, l'idée n'est plus de chercher un trou, mais de chercher un appartement tout équipé. La profondeur, ce n'est que l'adresse sur la porte. Mais ce qui compte vraiment, c'est le mobilier à l'intérieur, le garde-manger, le chauffage et le sentiment de sécurité. On vient de voir ensemble 20 indices concrets qui vous aideront à faire la différence entre un spot qui paie et un spot qui vous fait perdre votre temps. Le plus grand retournement de situation, le voilà. La meilleure fosse d'hiver se trouve peut-être à seulement quelques mètres de celle où vous pêchez sans succès depuis des années. Ce n'est pas une question de chance, c'est une question d'analyse. Cessez de pêcher des chiffres sur un écran et commencez à pêcher des structures, des écosystèmes. Rien qu'en appliquant le principe du fond dur et de la proximité d'un plateau, vous allez éliminer 80% des mauvais postes et multiplier vos chances de trouver du poisson actif. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère sincèrement qu'elle vous a été utile. Si c'est le cas, mettez un gros pouce bleu, ça soutient énormément la chaîne. Et bien sûr, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines astuces. Et maintenant, la question qui tue pour le débat. Quel est le critère le plus important pour vous dans le choix d'un poste d'hiver? La profondeur, la structure, la nature du fond, ou peut-être complètement autre chose? J'ai hâte de lire vos avis et vos expériences dans les commentaires. Allez, à la prochaine au bord de l'eau!